Carole. Du coup, encore merci, hein. Merci d'être là pour cette 3e édition, d'un cycle que nous avons, démarré maintenant il y a quelques mois, qui se fait, dans le cadre de notre région et puis vous verrez qu'effectivement aujourd'hui on a des invités exceptionnels. Stéphanie vous en dira un tout petit peu plus. Donc, notre cycle de webinaire, donc 1 heure pour, avec un thème différent à chaque fois. Nous en sommes au 3e et nous allons parler donc d'hygiène et sécurité dans la conception-rénovation des locaux. Sachant que ce cycle de webinaires sont co-organisés par la CARSAT Rhône-Alpes et Auvergne Rhône-Alpes Gourmand dans le cadre d'une initiative qui a été lancée depuis fort longtemps, qui s'appelle Santé et performance dans les entreprises agroalimentaires et pour lesquelles je vois à chaque fois avec plaisir les entreprises que nous avons accompagnées participer et revenir s'informer de ce qui se fait, de ce qu'elles peuvent mettre en œuvre dans leurs propres entreprises. Donc merci encore. Juste pour dire sur la diapo d'après que nous allons, du coup, comme c'est un cycle, nous allons en avoir d'autres. Le prochain qui aura lieu vraisemblablement, enfin la date est fixée, donc le 15 mars. Par contre, on n'a pas encore tout à fait arrêté la thématique, mais a priori, ça serait comment utiliser la méthode HACCP pour évaluer les risques professionnels. Et puis en d'autres à venir, peut-être sur la question de la logistique, expédition, etc. Et puis j'ai oublié de le préciser, mais aussi ce cycle, cette année, est aussi animé, en tout cas soutenu par l'ARIA, hein, qui est l'association régionale des industries agroalimentaires, donc qui est présent aujourd'hui et qui depuis le début soutient activement ces webinaires et ce cycle-là. Donc merci à toi Stéphanie, du coup, de prendre la parole pour nous présenter ce dont on va Donc, parler. juste la petite diapo suivante pour vous préciser qu'effectivement, donc Françoise Molignana vient de présenter ce cycle donc, à Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. On travaille en collaboration maintenant depuis plusieurs années sur la région Rhône-Alpes, mais pour ce sujet de conception des locaux, j'ai souhaité faire appel à mes collègues de la CARSAT Bretagne, qui sont quand même la première région agroalimentaire de France et qui sont donc très affûtés sur ce sujet, et notamment sur le sujet de la conception des locaux. Voilà, donc l'intervention va être faite par Isabelle Rimbaud et Pierre-Yves Le Gall de la CARSAT Bretagne, à qui je vais passer tout de suite la parole. Ouvrant le micro, voilà. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Pierre-Yves Le Gall, je suis contrôleur de sécurité sur le Finistère. Et alors, secteur agroalimentaire, oui, jusqu'à il y a peu de temps, j'ai changé de secteur et j'ai été 12 ans sur le secteur agroalimentaire et je viens de basculer là sur la métallurgie transport. Malgré tout, je garde un pied sur un petit pied dans l'agroalimentaire, notamment par l'animation, enfin la co-animation du stage de conception des lieux de travail avec des NRS pour les collègues des autres caisses. Donc c'est un domaine effectivement que je connais assez bien. Je te laisse te présenter, Isabelle, et puis après on enchaîne. Micro Isabelle. On a perdu Isabelle. Isabelle, il y a ton micro qui est éteint. Ah. Écoute, c'est pas grave, sinon je continue et tu te présenteras après. Peut-être un souci de micro. Passe à la diapo suivante. Hop, petite manip. Voilà. Donc, Isabelle Rimbaud, donc je suis de la CARSAT Bretagne également, contrôleur de sécurité sur le département de l'Ille-et-Vilaine, donc sur l'agroalimentaire et le commerce, donc avec une expérience à peu près similaire à celle de Pierre-Yves, d'une quinzaine d'années sur le secteur agroalimentaire, et donc un certain nombre de projets d'extension, aménagement, voire construction de locaux dans l'agroalimentaire et dans les locaux alimentaires aussi de tailles diverses et variées. Donc, on va vous présenter cet après-midi notre vision de la construction d'un projet dans l'agro et un zoom particulier sur les spécificités à la conception dans l'agroalimentaire.
Donc, je laisse à nouveau la parole à Pierre-Yves. On va essayer de jongler l'un et l'autre sur une co-animation. Donc, on sera amené certainement à parler parfois sur certaines diapos en commun pour enrichir aussi de nos expériences à l'un et l'autre. Ok, alors, quand on parle de projets dans l'agroalimentaire, qui doivent notamment intégrer les aspects hygiène qui nous concernent sur le sujet d'aujourd'hui, eh ben, il y a tout un tas de projets qui peuvent être concernés par ça, soit quand on a un projet d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment. Ça peut être aussi lors de construction neuve, lors de déménagement, lors de développement de l'activité, de création de nouveaux process ou de modernisation des outils de travail avec des changements d'activité et notamment des changements d'affectation de lieux de travail. Parce qu'on peut avoir des lieux de travail qui peuvent être dédiés à une activité, mais qui demain changera peut-être. Donc ça veut dire qu'il faut rechanger enfin, il faut du moins adapter le local à ce qu'on y fera. Ça peut être aussi dans des situations actuelles, donc des locaux existants. Alors, nous, on est là pour vous accompagner sur ces sujets-là. On a mis que vos interlocuteurs en CARSAT peuvent vous accompagner, à la fois en Bretagne, en Rhône-Alpes, mais aussi n'importe où sur le territoire. On a des compétences dans toutes les caisses pour vous accompagner sur ces sujets. Je rajouterais juste très rapidement qu'on peut vous accompagner aux différentes étapes du projet et le plus en amont on est du projet, plus c'est efficace. Là, sur certaines dernières interventions, j'ai pu constater qu'on était appelé parfois très tardivement, une fois que le bâtiment était déjà construit. Et donc, on nous appelle parfois juste sur la partie aménagement des postes de travail. Mais voilà, il faut avoir en tête qu'on peut intervenir avant, y compris sur la conception même du bâtiment et des locaux de travail. Pour démarrer, on vous propose de démarrer par un petit sondage sur, d'après vous, quelles sont dans l'ordre les choses à faire pour réussir un projet de conception d'un bâtiment ou d'un atelier en agroalimentaire? Est-ce que c'est d'abord trouver un terrain, définir le process, imaginer la circulation extérieure, prendre en compte les nuisances physiques, le bruit, les flux d'air, l'éclairage, définir un budget? Par quoi vous commenceriez et dans quel ordre vous classeriez ces différentes étapes? Donc, pour ceux qui ont la bonne version de Teams, il est possible que pour certains, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. Vous avez quelque chose qui s'est affiché au milieu de l'écran et vous avez des petites flèches à droite de chaque proposition pour les mettre en premier, en deuxième, troisième. Et vous cliquez sur « Envoyer ». Voilà, donc on se laisse juste quelques minutes. Stéphanie l'a remis dans la conversation, mais pour la dernière question qui arrive, j'ai oublié de préciser effectivement que le PowerPoint sera envoyé à l'issue du webinaire, ainsi que le lien de replay pour ceux qui voudraient le re-regarder ou le transférer à d'autres personnes. Voilà. Donc, merci de la question qui me permet de le dire. Voilà, encore si vous voulez encore voter, il y a 10 personnes donc, qui ont répondu déjà. Bon, voilà, ça donne une petite idée des réponses. 11 réponses. Je te laisse reprendre la main, Pierre-Yves. Ok, et au niveau des résultats, du coup, ça donne? Ils sont affichés. Attends. Je ne vois pas le résultat. Il faut que j'aille dans le. Dans le fil de dans la discussion à conversation. droite, sinon, oui. Voilà. Je le remets à l'écran. Ça donne en premier définir un budget, définir le process, trouver le terrain, prendre en compte les nuisances physiques et imaginer les circulations extérieures.
OK. Alors, je vais vous montrer dans la diapo suivante un petit peu de façon idéale comment on peut se construire un projet. En fait, si on veut tout prendre en compte, notamment ce qui nous importe le plus dans notre affaire là, de prévention des risques, c'est les conditions de travail des salariés. Donc la première chose à faire, c'est de s'occuper du travail et notamment de ce que va faire le salarié. Donc la première chose, c'est définir ce qui va être fait, avec quoi, comment, dans quelle organisation. Donc on va d'abord s'occuper du poste. Une fois qu'on a défini comment va être constitué ce poste ou ces postes de travail, ben, c'est définir un petit peu comment va être l'espace autour. Donc, quelle dimension doit avoir le local, mais aussi d'abord quel lien le travail va avoir avec les autres. Est-ce qu'il doit y avoir des lieux de stockage en amont? Est-ce qu'il va y avoir d'autres activités après? Est-ce qu'il va avoir besoin d'aller chercher du matériel auprès d'autres salariés? Donc, c'est les liens entre les différentes activités et les différents locaux, ce qui va permettre de positionner les activités les unes par rapport aux autres. Ensuite, clique si tu veux bien, on va définir dans ces locaux-là les ambiances de travail, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des locaux avec des conditions spécifiques, notamment des conditions de captage de polluants, par exemple. Est-ce que ce sont des activités qui sont brillantes? Si ce sont des activités qui sont brillantes, ben peut-être qu'il faut les séparer des autres activités. On va pouvoir définir à ce moment-là les flux internes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire circuler les produits, notamment entre ces différentes activités. Alors quand je dis les flux, c'est à la fois les flux des produits, des personnes et des engins. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si tu cliques, on va pouvoir s'occuper de la physionomie du bâtiment, c'est-à-dire quelle dimension et comment va devoir être ce bâtiment. Est-ce qu'il va devoir être en long, en U, on va ça définir un peu sa taille. Ensuite, une fois qu'on a le bâtiment, on va pouvoir définir comment est-ce qu'on va tourner autour de ce bâtiment, comment vont circuler les véhicules de livraison, les véhicules d'expédition, les chariots qui doivent circuler autour du bâtiment ou entre les différents locaux. Une fois qu'on a fait ça, on va être capable de définir un terrain et la physionomie du terrain, si tu peux cliquer. Et à la fin, le budget. Alors ça, c'est le schéma idéal d'une conception. Et quand on arrive à la faire comme ça, on arrive à des résultats qui sont souvent très bons parce qu'on s'est d'abord préoccupé de l'activité des salariés. Et donc, au final, on doit aboutir à un bâtiment qui va correspondre aux besoins des salariés. C'est rarement comme ça que ça se passe. Alors, si tu peux avancer, ouais. Alors, c'est une démarche qui est itérative, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va travailler sur un des sujets, on va réinterroger ce qu'on a fait en amont pour savoir si c'est pas déconnant. Alors, cette logique est rarement respectée parce que, comme vous l'avez listé là dans le petit sondage, des fois, on va démarrer par le budget. Et c'est ça qui va commander le reste. Ou alors, on va démarrer par un terrain parce que J'ai on a mis trouvé un juste terrain. Oui, pardon? Non, tu peux que cliquer sur la diapo suivante si tu veux bien. Ou alors on va définir un bâtiment parce qu'on a déjà un bâtiment existant et on se rend compte que toutes ces contraintes-là font que on va difficilement pouvoir obtenir ce qu'on aurait pu souhaiter sur l'activité elle-même du salarié. Et c'est parfois le salarié qui va devoir s'adapter aux contraintes. Si par exemple on a un local où on a une activité bruyante, mais que cette activité bruyante-là, on ne peut pas la séparer du local où travaillent les salariés, ça veut dire qu'au bout du compte, les salariés vont être exposés au bruit. Si on a un atelier dans lequel ou un bâtiment ou un terrain dans lequel on n'a qu'une seule entrée et sortie, on ne pourra pas séparer les flux des camions, des flux des véhicules légers. Donc,
vous voyez, toutes ces contraintes-là font que souvent, c'est le salarié qui doit s'adapter, c'est lui qui va être exposé à des risques in fine. Donc les contraintes sont nombreuses, hein, vous les avez identifiées, donc l'idée c'est d'essayer de les prendre en compte dès le départ. Si on continue sur les phases d'un projet de conception. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, hein, c'est cette notion-là. C'est-à-dire que quand on démarre un projet, on peut tout faire, mais on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore défini comment seront les flux, comment seront les bâtiments, comment seront réellement l'activité dans le détail. Donc, on est obligé d'être plutôt sur quelque chose de prospectif ou d'imaginatif. Et à contrario, à la fin, on sait tout, c'est-à-dire qu'on est capable exactement de définir quels vont être les risques, à quoi vont être exposés les salariés. Mais le souci, c'est qu'une fois que c'est fini, on ne peut plus agir parce que tout est clos. Donc, si on peut agir le plus en amont possible, notamment quand on est encore sous phase de plan, tant qu'on gomme un trait sur un plan, hein, pour effacer un mur, ça ne coûte rien. Tandis qu'une fois qu'on a construit le mur, c'est beaucoup plus compliqué de le gommer, hein. Donc, vous avez dans le schéma là toutes les étapes essentielles représentées là sous forme d'une pyramide inversée. C'est-à-dire que quand on est en vert, on a une pyramide qui est large, on est très en amont, on a encore plein de marges de manœuvre. Et plus on va avancer dans le projet, plus les marges de manœuvre vont diminuer. Mais plus on sera avancé aussi dans le projet. Donc, dans les phases d'études, comme disait Isabelle, si vous avez la possibilité de nous solliciter le plus en amont possible, quand on dit le plus en amont, c'est dès les phases de pré-études, de faisabilité. Si on peut vous donner nos préconisations très en amont du projet, vous aurez aussi plus de facilité à pouvoir les intégrer. Alors, Bon, bien évidemment, comme vous, on sera sur une phase du projet où on ne connaît que peu de choses du projet, donc on vous donnera des préconisations plutôt générales, mais ces préconisations peuvent déjà servir à guider les choix qui vont venir ensuite. Ok, tu peux cliquer si tu veux. Voilà. Sur la construction du projet, donc ce qui est important, hein, c'est de bien définir les besoins et les attentes en amont. C'est cette notion d'objectif. C'est important parce que c'est ça qui va conditionner tout votre projet derrière. Et quand on démarre sur un projet, on a souvent des idées fortes et des choses que l'on ne veut plus voir, par exemple, dans ce qu'il y a aujourd'hui. Par exemple, ça m'arrive assez souvent d'interroger des gens sur des projets et ils me disent on veut avoir des ateliers dans lesquels on n'a pas de bruit. On veut des ateliers dans lesquels on puisse travailler à la lumière naturelle. On veut donc les quelques objectifs forts comme ça que vous vous fixez, il faut les écrire, il faut bien les avoir en tête et ça doit être votre fil conducteur sur toute la durée du projet. Il ne faut pas que des contraintes viennent à l'encontre de ces objectifs forts. Je reprends l'exemple du bruit, hein, ça m'est arrivé sur des projets d'avoir des employeurs qui me disent oui, on a trop de bruit aujourd'hui et je voudrais qu'on n'ait pas de bruit dans les ateliers demain. Et quand on a commencé à parler de séparer des activités, de mettre du traitement acoustique, les choses sont devenues compliquées. On a ça va pas être possible. Et puis au bout du compte, il y a eu des choix de fait sur le projet qui ont fait que c'est cet objectif-là qui était affiché comme l'objectif principal au départ n'est jamais arrivé au bout. Alors, ce qui est important pour bien intégrer ce qui est important pour les salariés, c'est de s'occuper de leur travail réel. Donc, c'est de définir avec eux quels sont leurs besoins, de voir avec eux ce qui va bien et ce qu'il faut conserver, et de voir avec eux ce qui ne va pas et ce qui est à changer. On sait aussi que dans un projet, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, entourez-vous de compétences. Nous, on va pouvoir vous apporter des éléments sur les parties
intégration des aspects conditions de travail dans votre projet. Mais il y a tout un tas d'autres acteurs qui peuvent être intéressants aussi d'associer en amont, qui sont par exemple sur les aspects réglementaires, les pompiers sur le risque incendie, les assureurs également sur ce risque-là, les organismes de contrôle sur la définition notamment des process, des risques liés aux machines que vous allez pouvoir mettre en œuvre, d'intégrer des expertises techniques au niveau du bâtiment, donc les SPS, mais ça peut être aussi des expertises plus techniques sur des besoins particuliers, comme par exemple intégrer de la vision 3D ou d'avoir des outils de conception qui vous permettent de voir au fur et à mesure à quoi va ressembler votre projet à la fin. Et ça, les bureaux d'études arrivent à faire des choses très visuelles aujourd'hui et qui vous permettent de vous projeter assez vite dans ce que sera le projet futur. Administrative également, prévention, formation, voilà, il y a tout un tas d'acteurs. Vous n'êtes pas des spécialistes de tout dans les entreprises, donc appuyez-vous sur les gens qui Et l'architecte peuvent vous non conseiller. plus. L'architecte n'a parfois pas la vision complète, ou en tout cas pas le même objectif que vous, et va répondre à principalement une enveloppe budgétaire. Donc, on peut avoir parfois des loupés et ou parfois une méconnaissance du secteur agroalimentaire et de ses contraintes. Ok. Tu peux passer? Ouais. Et on va attaquer sur les points clés à aborder dès le début du projet. On vous a mis sur cette diapo un dépliant de l'INRS là, qui vous sera remis en lien en fin de diaporama, qui donne de façon très visuelle la majorité des points qui sont à traiter dans un projet de conception des locaux. Donc là, d'une façon générale, pas uniquement agroalimentaire. Et donc nous, on va s'attacher là à traiter certains de ces points qui nous semblent plus spécifiques à l'agroalimentaire. Donc là, par exemple, on ne va pas traiter cet après-midi des circulations extérieures, des protections collectives contre les chutes de hauteur, mais bien évidemment, on pourra répondre à des questions sur le sujet ou pendant ce webinaire ou à l'issue si nécessaire. Et un petit site internet sur lequel on reviendra, si vous ne le connaissez pas, agrobat.fr, qu'on vous conseille fortement. Avant d'attaquer sur les points spécifiques à l'agroalimentaire, un petit sondage à nouveau sur le sujet. Si vous pouvez nous donner des exemples de contraintes d'hygiène qui, selon vous, seraient incompatibles avec le confort des salariés et les conditions de travail. Alors, n'ayant pas la visu, je laisse Stéphanie lancer le sondage ou nous dire... Oui, il est lancé là. Voilà. Donc, vous mettez juste un petit mot-clé, une petite demi-phrase. On a quelques idées qui apparaissent. Voilà, donc humidité, insalubrité, froid, exposition. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de contraintes d'hygiène? Salle blanche, bruit, labo. Donc ça, ce serait des exigences d'hygiène fortes qui, a priori, pourraient être incompatibles avec les conditions de travail optimales. Bruit de nouveau. Nettoyage. Ouais, je l'avais déjà dit. Voilà. Eh ben, on va aller voir du coup ce que nous, on a identifié ou ce qu'on perçoit dans justement les freins éventuels sur certains projets. Donc, les spécificités de l'agroalimentaire. Alors, on démarre par un point
qui souvent, effectivement, pose problème d'entrée du projet, c'est la notion de vue sur l'extérieur. Donc, alors il faut savoir que c'est une obligation du Code du travail, hein. Tout salarié, quel que soit l'endroit où il se trouve, à son poste de travail, doit avoir, des vues directes, hein, par des baies vitrées, hein, sur l'extérieur. Donc là, on vous a mis, quelques petits exemples. En fait, vous allez voir, hein, dans les prochaines diapos, on vous a principalement mis des photos pour illustrer et montrer que c'est possible. Alors, quand la vue, n'est pas forcément, possible de façon directe, parce qu'on sait bien qu'un site agroalimentaire, ben, c'est parfois très grand, donc on ne peut pas mettre tous les locaux en périphérie du bâtiment. Donc dans ces cas-là, on peut proposer aussi des vues en second jour. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi, même si la visibilité sera forcément, on va perdre un petit peu avec la distance, mais ça donne quand même une perspective qui est forcément, beaucoup plus confortable au niveau du poste de travail. Alors ça va avoir un effet à la fois pour, heu, la vue des salariés dans le sens, où il est important d'avoir une vue qui peut par moment s'échapper un peu, au plus loin, pour, reposer l'œil. Et ça va avoir aussi une importance en termes heu, de chronobiologie, à savoir que, notre corps a besoin aussi de savoir si dehors il fait jour, il fait nuit, pour être un petit peu adapté, au rythme. Donc, c'est vraiment, quelque chose qui est important et qui est possible, tout en évitant l'altération des produits. On a parfois vu des freins, moi j'ai le souvenir là sur un site, notamment qui, heu faisaient du filetage de poissons et où leur, caisse de poissons se retrouvait en périphérie, à proximité des fenêtres, et sur les premiers temps où ils étaient sur leur site, ils sentaient la nécessité de vraiment, être en contrôle température permanent pour, s'assurer que le produit n'allait pas s'altérer avec, la lumière du jour. Et il faut aussi, bien, pouvoir, se protéger malgré tout des effets du soleil selon l'orientation du bâtiment. Donc, en fonction de, voilà, si on est au nord, au sud, ben, on va mettre des dispositifs qui peuvent être différents pour, protéger de la chaleur et de la vue directe qui pourrait être trop forte. Pierre-Yves, je te laisse intervenir si besoin, tu n'hésites pas, je ne te vois pas, mais c'est possible. Oui, c'est vrai que sur, la phase de plan, hein, la phase de conception, elle est vraiment essentielle là-dedans dans le positionnement du bâtiment. C'est-à-dire que si vous pouvez mettre les vitrages au nord, bah, vous serez pas embêté par les effets de rentrée de soleil dans le local, vous ne serez pas gêné par les effets d'éblouissement. Enfin, si vous, voilà, si on a moyen de le faire, ben, ça se fait sur plan, hein, cette partie-là. S'il y a que les cas, ben, où on n'a pas pu mettre, au nord, on met au sud, où là, on est obligé de mettre des pare-soleil, où ça devient plus compliqué. Du coup, on est obligé de rajouter des filtres ou autre, mais je dis sur plan, c'est là qu'on a plus de marge de manœuvre. Je rajoute juste sur les vues sur l'extérieur, y compris dans un frigo. Enfin, moi, j'ai eu des cas sur, par Ouais. exemple, des bases logistiques ou autres. Enfin, il y a aucune difficulté à mettre des baies avec des vues sur l'extérieur. Donc le bruit, on a entendu ça dans les problématiques là, qui pouvaient être soulevées par rapport à l'hygiène. Donc en effet, ça peut être une problématique. On a beaucoup de bruit dans l'agroalimentaire aujourd'hui. Pour moi, c'est pas une fatalité. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le sujet, et ce travail, il doit être fait de façon, hem comment dire? Itératif. Enfin, il y a différentes, marches à monter, différents sujets à traiter. Déjà, l'idée, c'est de séparer les activités bruyantes des activités non bruyantes. Par exemple, quand on a un compresseur, ben, on évite de le mettre dans la salle, de travail qui, elle, ne génère pas de bruit.
Je peux vous donner un exemple que j'ai vu hier encore, où sur une nouvelle ligne de production, où on n'avait pas de bruit spécifique dans l'atelier, la formeuse à carton a été positionnée en plein milieu de l'atelier et génère un bruit qui, du coup, n'est pas traité et c'est fort dommage. Donc, la séparation des activités bruyantes permet déjà de limiter le nombre de salariés exposés et le temps éventuel d'exposition, par exemple uniquement sur une opération de maintenance. C'est essentiel, hein, ce que dit Isabelle. C'est rare dans l'agroalimentaire que les salariés fassent du bruit. On est plutôt sur des activités de découpe, d'emballage, de conditionnement. Ce qui fait du bruit dans l'agro sont les machines. Donc, essayons de séparer les machines des locaux où travaillent les salariés. Deuxième volet, sortir les équipements bruyants. Par exemple, les pompes à vide sur, j'allais dire une marque, alors il faut que j'en dise plusieurs, une Multivac, une Mecapac, une thermoformeuse. Allez, ça peut être ça peut être de sortir les échappements d'air dans les combles et de les traiter avec des silencieux. Là, on a un gain énorme sur ces sujets-là dans l'agroalimentaire avec, vous le connaissez tous, hein, des pchit-pchit qu'on entend de toutes parts. Donc, cette sortie des échappements d'air dans les combles est vraiment un gain énorme en termes de niveau sonore dans l'atelier. Et puis, on pourrait en citer plein d'autres, hein. Un autre aspect, alors qui paraît évident comme ça, hein, dit sur le papier, c'est d'installer des équipements moins bruyants. Alors, on voit qu'aujourd'hui, on peut avoir des équipements moins bruyants que d'autres. Par exemple, une peseuse associative aujourd'hui peut être moins bruyante qu'une peseuse associative d'il y a 10 ans, 20 ans. Pour autant, si vous ne l'indiquez pas comme étant un critère qui sera mesuré au moment de l'installation, et donc si vous ne l'indiquez pas dans votre cahier des charges, il y a peu de chances que ce sujet-là soit pris en compte par le fournisseur. Un autre aspect est d'éviter les bruits également de choc. Parfois, ce n'est pas tellement la machine en tant que telle qui fait du bruit, mais ça va être le convoyeur. Là, par exemple, vous voyez ici un convoyeur de pot vert qui a été justement traité. Ça peut être des chocs sur table ou notamment des produits congelés. Je voyais également dans la semaine là, des produits congelés qui sortaient d'un tunnel sur une table directement sur une plaque inox. Donc là, il y a des possibilités techniques, des matériaux qui permettent de vraiment diminuer le niveau sonore. Donc ça peut être le matériau, ça peut aussi être la hauteur de chute qui peut limiter le bruit au niveau de ce produit. Et puis des vérins munis de silencieux. Donc ça joue aussi énormément. La photo là qu'on a mis en exemple, c'est un convoyeur effectivement de bocaux vides qui descend d'un convoyeur supérieur pour arriver sur un poste de remplissage. Et avant, les bocaux descendaient dans une goulotte, dans une glissière inox, et ça faisait un bruit insupportable. Donc ils ont mis un convoyeur qui accompagne chaque bocal et qui fait qu'ils ne se cognent pas les uns les autres. Et du coup, le gain en bruit là est énorme. On vous donne ensuite un exemple d'un encoffrement acoustique. Là, par exemple, on est sur un soufflage sur des barquettes, hein, vous voyez, conditionnement barquette. La barquette se retrouve mouillée. On souffle cette barquette pour qu'elle soit déshumidifiée. Et donc, ça faisait un bruit épouvantable. Donc là, ce qui a été fait, alors sur la photo de gauche, on le voit, un panneau acoustique hein, qui a été rajouté avec un tunnel d'entrée et de sortie qui permet de gagner 10 décibels par rapport à un encofrement classique. Et donc complètement nettoyable parce que le panneau acoustique a été positionné dans un coffre complet. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, s'il reste encore du bruit,
il faut se poser la question du traitement acoustique. Alors, traitement acoustique, il y a 2 volets différents. Traitement acoustique dans les activités sans contrainte d'hygiène, parce que ça, vous en avez forcément, hein, tous les locaux, je dirais, d'un site agroalimentaire ne sont pas des locaux qui sont nettoyés à 100% tous les jours. Il y a des locaux classiques. Donc, ceux qui sont sans contrainte d'hygiène, on peut mettre un traitement acoustique classique qui est peu coûteux et facile à mettre en œuvre dès la construction du bâtiment. Si on est sur des bâtiments avec contrainte d'hygiène, ça va être un petit peu plus coûteux, effectivement, mais c'est tout à fait envisageable. Donc là, on vous montre différentes solutions qui existent, soit en plafond directement, soit par des systèmes de baffles acoustiques, comme vous le voyez sur la deuxième photo, soit par des traitements sur le plafond et sur les côtés, par des panneaux qui sont ajoutés et nettoyables. Donc on le voit sur ces 2 solutions, avec ici une salle cutter, par exemple, qui a été complètement traitée et sur lequel on a un gain acoustique énorme. Et donc, on peut très bien retirer les panneaux, les nettoyer sans contrainte particulière. Le J'avance un premier petit peu. exemple, Oui, ouais, juste le premier exemple à gauche, là, c'est un exemple dans une poissonnerie. C'est voilà, activité de commerce. Alors, le plafond, ce sont des dalles carrées simples, mais acoustiques, dans lesquelles on peut, donc acoustique et hygiène. Hein, ils sont capables de faire les deux. Et c'est super intéressant parce que ça fait à la fois la structure du plafond, ça permet d'y intégrer les éclairages, ça permet de passer au-dessus tout ce qui est câblage. Donc c'est facile à faire ça. alors, oui. J'enchaîne parce qu'il faut qu'on avance, Ouais. l'heure Vas-y, tourne. vas-y. Alors une problématique aussi liée aux chutes et aux éventuelles glissades dans l'agroalimentaire qui sont, quand même fréquentes, hein. Les glissades, c'est 20% des accidents du travail. Pour ça aussi, on a des solutions. Déjà la mise en œuvre de revêtements de sol antidérapants avec une liste qui est mise à jour très régulièrement, donc par la CNAM et même d'ailleurs particulièrement par la CARSAT Normandie. Et on est sur des sols qui vont être à la fois sécuritaires du point de vue du risque de glissade, donc antidérapants, et faciles à nettoyer. On vous met également dans les références documentaires une recommandation de notre réseau pour faciliter le choix des revêtements de sol, ainsi que décrivant aussi toute la partie entretien et nettoyage de ces sols. Donc là, vous voyez indifféremment des sols de type carrelage, résine, mortier, etc. Donc ces différents sols sont listés à ce niveau. Donc le choix peut varier aussi en fonction de la zone que vous avez à traiter, par exemple une zone chaude, une zone froide, où potentiellement on va avoir des besoins qui peuvent être un petit peu différents. Au-delà du sol, on le voit un petit peu sur ces premières photos, hein, on vous le remontre ici, il y a la partie évacuation des déchets qui est importante avec du coup la mise en œuvre de caniveaux et ou de siphons, donc qui doivent être correctement implantés avec la pente qui va bien, et des caniveaux qui doivent aussi être antidérapants pour éviter le risque de chute également. Parce qu'on peut parfois avoir un revêtement de sol tout à fait antidérapant. Si le caniveau est complètement lisse, on risque de de générer un risque supplémentaire à ce niveau-là. Et on vous montre sur la petite photo qui est positionnée tout en haut à droite, un petit appareil que vous voyez qui est en fait notre outil pour mesurer le coefficient de frottement de l'INRS. Donc nous, on demande des sols qui sont à un coefficient supérieur à 0,30. Donc ça, c'est ce que vous retrouverez dans la liste. Un des points majeurs également,
sur ce traitement des sols, c'est bien évidemment le nettoyage. On se retrouve très fréquemment avec des personnes qui nous disent: «Bah oui, le sol est antidérapant, mais je ne peux pas le nettoyer». Alors, ce qui est important, c'est d'envisager et de prévoir les moyens de nettoyage adéquats dès l'achat du sol. Euh, Ça veut dire qu'il faut différentes modalités pour nettoyer ce sol. Il faut déjà une action mécanique, il faut une eau qui ait une température suffisante, il faut un produit de nettoyage adapté et il faut aussi un temps de pause du produit si nécessaire. Et c'est ces 4 éléments-là regroupés qui vont faire que votre sol se nettoie bien, qu'il soit antidérapant ou non. Donc un sol antidérapant comme un autre, il doit être, traité de cette façon-là. Et donc ça peut être soit par une centrale de nettoyage, soit par des autolaveuses de différentes, tailles et dimensions, hein. On en retrouve des toutes petites autolaveuses dans des labos de pâtisserie, par exemple, qui fonctionnent très, très bien. Je te laisse toujours intervenir, hein, Pierre-Yves, si tu as besoin, Oui, si vas-y. tu le souhaites. Aspect également important dans ce sujet des chutes et du risque de chute et de glissade, hein, pour éviter cette problématique, c'est l'aspect circulation. Donc, on voit ici, par exemple, différentes photos. Donc, avec une première photo qui vous montre un lave-bottes. Alors là, on se retrouve avec un lave-bottes qui est euh, encastré, en fait, hein, dans le sol directement. On voit de plus en plus apparaître des systèmes de lave-bottes, alors avec marche, avec ensuite les accès qui vont être limités, donc avec un petit tourniquet pour mettre le produit, etc. Mais tout ça parfois dans un espace extrêmement contraint et où là, on va rajouter du risque de chute si cette zone-là n'a pas été prévue de façon suffisante. Il faut bien qu'on ait la place disponible pour pouvoir passer les différentes étapes, à savoir le lavage, grattage des semelles, le lavage des mains, etc., etc. Point important également, la séparation des flux. Donc là, on ne l'a pas traité aujourd'hui là sur la partie extérieure du bâtiment, mais sur cette partie intérieure, on peut le voir par le biais de cette deuxième photo, où on voit ici que l'entreprise est allée jusqu'à séparer le cheminement piéton du cheminement chariot. Très souvent, on voit des sites où on a la porte piéton et la porte engin côte à côte, donc le flux est théoriquement séparé, mais comme la porte chariot reste plus ou moins ouverte, le piéton passe aussi par là. Là, on est dans un cas où on est complètement séparé. Et puis, on peut voir sur une zone, sur la dernière photo, donc un traitement qui va être différencié entre deux salles, donc un bureau et une zone de circulation. Ouais, avec l'idée hein, que les chutes et les glissades interviennent aussi dans les bureaux et notamment ayez en tête que dans tous les endroits où on doit circuler en chaussures de travail ou en bottes qui peuvent être mouillées parce qu'on circule avec dans les ateliers, eh ben, on doit avoir un sol antidérapant. Donc si on doit aller dans les bureaux avec ces bottes de travail, eh ben, il faut un sol antidérapant dans les bureaux, Mm. y compris dans les vestiaires. On a beaucoup de chutes Ah on a ouais. beaucoup de glissades dans les vestiaires. Et qu'on n'ait pas un niveau de coefficient qui soit trop différent entre une salle et une autre. Donc, il y a une graduation en fait qui fait que on peut progressivement diminuer l'antidérapance quand on va vers les vestiaires et qu'on va ramener, enfin, qu'on va passer sur des chaussures euh, non humides derrière, mais ça ne doit pas être un coefficient, une différence de coefficient trop importante. Donc ça, il y a une norme qui vient de sortir à ce sujet. Autre point également sur les risques de chute et de glissade. Là, on a parlé des sols. Il faut envisager évidemment aussi la question des accès en hauteur. Alors, l'idéal étant de pouvoir mettre tout ce qu'on peut, tout ce dont on a besoin en termes d'entretien au sol quand c'est possible. Quand ça n'est pas possible, il faut que l'accès soit prévu et sécurisé
sur l'ensemble de la surface. Voilà, donc ça concerne beaucoup les équipes de maintenance et de... C'est un point très important de bien envisager le travail également de ces équipes de maintenance et les différentes opérations d'entretien qu'elles auront à mener. Point également sur la ventilation, le captage des polluants et la question de la température qu'on a entendu par le biais du petit sondage tout à l'heure également. Avec, je vais dérouler la diapo directement en entier. Ouais, je vais vous montrer le premier exemple. La deuxième diapo, déjà, c'est des dispositifs de distribution d'air par chaussette qui permettent d'avoir des vitesses d'air faibles. Et qui dit vitesse d'air faible, c'est aussi moins de courant d'air pour les salariés, moins de ressenti de froid à température équivalente. Dans le premier exemple, là, dans la bulle, j'ai repris une activité là, en sortie d'un surgélateur. Je vais vous donner un exemple que j'ai pu rencontrer là, dans 2 entreprises qui avaient la même activité, c'est-à-dire qu'elles fabriquent des milliardies surgelés. Donc, elles avaient des salariés comme ça qui travaillaient à la sortie d'un surgélateur. Dans l'une des entreprises, comme c'est du produit congelé, les salariés travaillaient dans une salle à 2 degrés pour pas dégrader le produit et pour le maintenir glacé. Et dans l'autre entreprise, ils faisaient exactement la même chose et ils travaillaient dans une ambiance au-dessus de 12 degrés, entre 12 et 15 degrés. Et l'employeur m'a simplement expliqué que oui, ça pose aucun souci parce que le produit étant surgelé et comme il reste peu de temps dans le local, il ne fait que transiter. Il se dégrade, il n'a pas le temps de monter en température, il reste surgelé à cœur et donc ça pose aucun souci. Avec les contrôles de température qu'ils ont pu faire, ils ont pu prouver à leurs clients et aux auditeurs que ça posait aucun souci. Donc vous voyez, dans des activités différentes, les choix et la façon dont on fait les choses peut avoir des incidences énormes sur les conditions de travail des salariés. Et avec là encore un point très important sur ce que vous mettez dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges, il faut aller jusqu'à mettre vraiment des niveaux de vitesse d'air et de débit pour que derrière, vous puissiez être en capacité de mesurer réellement ce qui a été mis en œuvre. Vous n'achetez pas un ventilateur ou une turbine, vous achetez un résultat. Et donc, y compris avec des gaines textiles, on a parfois des notions de froid là, qui peuvent survenir parce qu'on a des vitesses trop importantes qui sont engagées, voire des niveaux de température demandés qui sont parfois aussi un peu forts par rapport aux besoins. Et on n'ira pas sur ce débat-là aujourd'hui, mais comme l'initiait un petit peu Pierre-Yves, on peut se poser la question aujourd'hui, en lien aussi avec les problématiques d'énergie ou autres, de refroidir des volumes de taille parfois très, très importante, là où le besoin est finalement de refroidir un produit et pas l'ensemble du volume et l'ensemble des salariés qui sont dedans. Donc, il y a aujourd'hui, depuis plusieurs années en Bretagne, là, des recherches qui sont menées par un pôle qui s'appelle le pôle Cristal et qui devrait permettre de ressortir des choses là-dessus. Et donc, on va être obligé d'avancer encore. Alors, juste un tout petit point sur le captage à la source. Quand on a des poussières de tout type, là, on a un premier poste qui est un poste de pesée d'épices et un deuxième poste qui est un poste de peser C'est aussi. pareil. Ouais, voilà. J'avais en tête une autre photo qu'on avait, mais qu'on n'a pas dû mettre au final, où on était sur un poste d'affûtage des couteaux. Ah oui. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand on a des polluants spécifiques, la ventilation ne se fait pas de façon générale dans la salle, mais bien en captant au plus près de la source pour à la fois avoir le moins de vitesse à mettre en œuvre, mais surtout d'être très efficace et de ne pas avoir de passage du polluant au travers des voies respiratoires du salarié.
Ça, cet aspect ventilation, c'est vraiment un point qui est important et on est parfois très surpris de voir que cet aspect, que ce soit en ventilation générale, assainissement de l'air ou en captage localisé, n'est absolument pas traité à la conception du bâtiment. Là, je sors d'une entreprise ce matin où sur un nouveau bâtiment, il n'y a aucun assainissement de l'air, aucune ventilation et où on en retombe à la problématique où on était précédemment. Là, il se retrouve avec une différence de température, qui fait que ça condense au niveau du sol et un risque de glissade au niveau du sol lié au fait qu'on n'a pas d'assainissement de l'air. Les sujets sont quand même un petit peu liés. J'enchaîne. Alors, on a un témoignage qui était prévu, mais vraisemblablement, on n'a pas le temps de le passer. Donc, vous l'aurez bien en direct sur le diaporama que vous pourrez récupérer derrière. Pierre-Yves va peut-être juste pouvoir vous présenter le projet, comment il a été mené. Et très rapidement, on va passer aux outils et aux questions. Oui, c'est une conserverie de poissons à la pointe du Finistère que j'ai pu accompagner sur un temps assez long et c'est une entreprise pour laquelle qui a pu mener son projet de la façon idéale que je vous ai expliqué au début tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'ils ont redéfini les postes de travail et une fois qu'ils avaient défini les plans du bâtiment, bah, ils ont cherché un terrain qui correspondait à ce plan de bâtiment. Et du coup, ça donne un résultat qui est quand même très très bon et qu'on met en avant d'ailleurs parce que c'est vraiment une Ils ont eu conception un quand petit même assez prix. exemplaire. Et mais vous verrez, ouais, en Bretagne, on a conçu alors des prix, des distinctions que l'on donne aux entreprises en associant aussi les architectes qui ont bien intégré la prévention dans un projet de construction neuve. Donc le film est là-dessus et vous pourrez voir le témoignage de l'employeur et des différents acteurs, y compris salariés. C'était pour vous faire le teasing. Oui. On termine avec les outils du réseau en vous présentant très rapidement le petit site dont on parlait tout à l'heure, donc qui s'appelle agrobat.fr. Vous ne connaissez peut-être pas, donc qui est fait de cette façon-là en différentes rubriques, hein, démarche de conception, bonnes pratiques, locaux, activités, cahier des charges. Avec du coup, par exemple, si on prend la thématique du traitement acoustique qu'on a vu tout à l'heure, vous avez la problématique avec des exemples en vidéo, les solutions qui vous permettent du coup d'éviter le risque lié au bruit, la documentation INRS, mais également d'autres documentations qui sont associées à cette thématique-là. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de relativement complet sur le sujet. Et le petit outil qui nous paraît intéressant dans le cadre d'un projet, c'est la possibilité de faire son cahier des charges hein, via l'onglet que vous voyez en partie supérieure. Donc, vous pouvez, par exemple, sur la gauche, cocher un certain nombre d'items qui vous concernent dans votre profession ou par rapport à votre projet. Vous vous retrouvez sur la droite avec une petite sélection et cette sélection, bah, ça vous fait un PDF que vous pouvez garder, que vous pouvez remettre à votre architecte, à votre maître d'œuvre et que vous avez finalement tout le long de votre projet. Donc, ce petit outil-là nous paraît comme très pratique. Donc, c'est un outil du réseau. Et donc, deux documentations. Donc, la petite ED 6096, la création des lieux de travail, 10 points clés. Donc, qui est vraiment le résumé qui vous donne les différentes thématiques. Et celle de gauche, l'ED 950, conception des lieux et situations de travail, qui va beaucoup plus loin. Et on vous met deux liens également sur cette page. La page web de l'INRS sur la conception des locaux et MAV Implant qui est un petit outil de conception
qui est également très intéressant, avec notamment des choses dédiées sur laboratoire de boulangerie, par exemple, et plein d'autres métiers. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est voilà, un projet mené de cette manière, avec ces différents sujets, c'est un projet qui, au final, socialement comme réglementairement, sera pour nous quelque chose de vraiment plus positif en intégrant les aspects santé, sécurité au travail. Donc, je sais qu'on est très, très court. On a peut-être été un peu bavard. C'était un vrai challenge, effectivement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'infos. L'idée, c'est de vous donner aussi des ressources auxquelles vous pouvez après vous référer. Il y a quand même un tiers des répondants, là, sur les 17 réponses, qui ont dit qu'ils connaissaient un peu ou beaucoup Acrobat. Donc, voilà, c'est quand même un outil. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, j'ai pas vu de questions dans le fil de discussion. Là, on peut se garder encore 5 minutes si vous avez des questions. Sinon, effectivement, vous recevrez le replay, le support, les liens. Vous pourrez regarder le témoignage, effectivement, qui donne à Monsieur Levaché qui lève la main, qui aura une question. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir comment vous arrivez à capter les entreprises ou comment, en amont, en phase amont. Est-ce que c'est dû à votre réseau? Est-ce que c'est dû à une surveillance particulière des appels d'offres ou autre? Ou alors, il y a une partie réseau, effectivement, où quand on est connu des entreprises, elles viennent plus facilement vers nous, mais on est aussi en veille, effectivement, sur la presse, sur tout ce qui peut annoncer des futurs projets ou des futures constructions. Et quand on en avant et on prend contact avec l'entreprise et on lui fait une proposition d'accompagnement. Via le moniteur BTP, par exemple. Ok, merci. Et c'est chaque contrôleur qui fait qui fait son petit marché, ou vous avez réuni ça en une cellule? Alors, Non, toutes les CARSAT on ne sont pas est. organisées de la même façon. Ouais. Donc, oui, vas-y, Pierre-Yves, pardon. Oui, en fait, peu importe, c'est toujours, il y a toujours quelqu'un qui répond suivant les CARSAT. C'est le contrôleur du secteur qui a la compétence. C'est pas toujours le cas. Des fois, il va faire appel à des compétences au niveau de la caisse en appui. Mais oui, on est centres de capable mesure de physique, répondre sur notamment. ouais. On est capable de répondre sur ces champs-là, dans toutes les caisses. Ou d'orienter après vers les ressources, effectivement, quand il y a besoin d'un appui plus long dans le Mais temps. après, on ne connaît pas tous les projets non plus, hein. On va pas sur tous les projets. On a une question concernant l'éclairage antidérapant dont on a parlé, là. Donc les listes, on les trouve sur le site de toutes les CARSAT, j'allais dire, hein, pas seulement la CARSAT Bretagne, la CARSAT Rhône-Alpes également. Et ça Amélie. renvoie effectivement sur Amélie Entreprise. Ouais. Et sur l'INRS également, d'ailleurs, il doit y avoir un lien. Mais Et voilà. le lien est dans le diaporama. Voilà, le lien sera direct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On en reste là. En tout cas, l'idée, c'était de vous faire comprendre aussi qu'il y a des ressources. Donc, il ne faut pas rester tout seul face à une problématique ou un choix à faire. Et qu'il y a moyen de concilier effectivement toutes ces exigences, hein, en même temps sanitaire, en même temps conditions de travail. Oui, vous voyez que c'est pas compatible, quoi. Les solutions existent aujourd'hui, les solutions techniques existent, mais c'est pas que de la technique, quoi. C'est aussi souvent de bien intégrer les besoins, de bien penser les choses en amont, de façon à éviter du coup d'avoir des surcoûts techniques ou qui viendraient pénalisants, hein. Si je reprends l'exemple du bruit, si on a fait en sorte de séparer les activités bruyantes et de les mettre éloignées de l'activité des salariés, on n'aura pas besoin d'aller rajouter des traitements acoustiques dans le local. Donc c'est aussi ça en coût au moins. Concernant les sols antidérapants,
donc le nom de la norme, quelqu'un nous demande le nom de la norme. Bon, c'est plutôt la recommandation du réseau. Oui, alors la norme, on peut la. Je n'ai pas le numéro là comme ça de Ouais. but en blanc, mais on a l'un de d'autres collègues qui a travaillé dessus. On pourra la transmettre avec le diaporama dans ce cas-là. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces sommes d'informations. Et puis, on vous remercie encore une fois pour les Merci intervenants. à vous. Et Merci puis, beaucoup. Et puis, vous allez recevoir le lien de téléchargement du diaporama avec peut-être les quelques ajouts qu'on aura fait, et puis aussi le lien du replay pour ceux qui souhaiteraient transmettre à d'autres personnes le contenu de ce webinaire. Voilà. Merci en tout cas, Merci et puis beaucoup. merci aux fidèles, merci à ceux qui reviennent. Et puis, en tout cas, j'espère le 15 mars prochain, on laisse passer février avec ses congés. Pour un autre Et sujet. donc, voilà, le 15 mars avec un nouveau sujet, et puis d'autres à venir. Donc, on est ravis de vous retrouver à cette occasion. Et puis, à très vite. Merci. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.